Les Japonautes, jour 3 de notre périple du Tour de France du Japon. Deuxième épisode, après Lyon, on se retrouve en Alsace. Alors pas tout à fait du côté de Strasbourg, mais ça, on va en savoir plus avec notre guide, notre invité pour cet épisode. Bonjour. Ludovic, bonjour. Bonjour. Alors tu nous accueilles par un temps magnifique. Ouais, ça change en fait. Les derniers temps, c'était pas vraiment ça, mais là, ça va. Et alors donc, on va visiter pas forcément que Strasbourg, puisque là on n'est pas tout à fait à Strasbourg ici, on est à quelques 50 km, 60 km de Strasbourg. Oui, à peu près, ouais. Là, on est à Wittisheim, entre Strasbourg et Colmar, et côté du Rhin en fait. Et alors, avant de rentrer par la porte qui est juste derrière nous, on aimerait savoir, nous on le sait, mais enfin, on va te poser quand même la question, qui tu es, pourquoi tu nous sers de guide? Je suis Ludo, donc du blog daijobu.net. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Enchanté. Enchanté. On m'a gentiment demandé si je voulais être guide pendant notre périple en Alsace, donc voilà, ça me semblait normal d'accepter, et puis voilà, ça me fait plaisir. Ton blog parle du Japon, bien évidemment, mais de quelle manière? Bah en fait, sur le blog, en fait, moi je parle essentiellement, on va dire, de ma façon très personnelle en fait de vivre le Japon. Donc comment je cherche les voyages, enfin comment j'organise les voyages, ce que je visite. Il y a quelques astuces, quelques petits trucs pratiques, quelques restaurants, quelques vidéos aussi. Je filme un tout petit peu, c'est pas mon créneau principal, mais voilà, c'est plus en fait au jour le jour, je raconte un peu ce que je fais là-bas, quoi. Est-ce que tu aimes le thé? Le thé, ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien le matcha, le gan matcha aussi. C'est le thé en fait avec les petits grains. Bon bah ça tombe bien, alors viens avec nous, on va te montrer quelque chose. C'est bien. Les jardins de Gaïa, c'est Arlette Romer qui les a créés ici à Wittisheim, donc au milieu de l'Alsace. Et les jardins ne parlent pas des jardins japonais, mais jardins de Gaïa, c'est plutôt la terre-mère, terre nourricière. Les jardins japonais, on ne peut pas y marcher dedans, c'est plus pour contempler, faire une pause, admirer, méditer si vous voulez autour d'une tasse de thé. Là vous avez le gai matcha japonais. Donc là je l'infuse 2 minutes, je vous fais goûter très vite et on va l'infuser en tout 3 minutes. On va voir qu'entre les 2 et les 3 minutes il y a quand même un autre goût. Et ici quand vous entrez, vous avez une boutique avec 550 références, thé, tisane, rooibos, infusion du monde entier. Et après, vous avez la maison de thé. Donc c'est différent d'un salon. En maison de thé, vous avez vraiment les dégustations classiques ou traditionnelles de plusieurs thés. Mais il n'y a pas vraiment de choses à manger, c'est vraiment dédié au thé. Il n'y a pas de café, c'est du thé ou des infusions. Là, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous présenter nos thés et vous faire goûter, voilà, et mettre en avant les thés japonais aussi, qui sont de très bons thés. Oui, vraiment, merci beaucoup. Bonne journée, merci à vous. Alors Ludovic, tu nous as amené dans cette belle ville de Colmar, mais c'est quoi le rapport avec le Japon? Alors en fait, faut savoir que dans les dessins animés d'Hayao Miyazaki, enfin des studios Ghibli, notamment Le Château Ambulant, Hayao Miyazaki s'est inspiré de la vieille ville de Colmar. Donc là en fait on est ici devant la maison Pfister, que l'on peut voir en fait dessinée trait pour trait dans Le Château Ambulant en fait, aux alentours entre 6 et 7 minutes. On la revoit aussi plusieurs fois dans le film. Et en fait, voilà, en fait on voit ici notamment toutes les maisons à colombage, les rues pavées. Pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, donc, Hayao Miyazaki et Isao Takahata sont venus à Paris
pour présenter le voyage de Chihiro. Et donc un Français leur a conseillé d'aller voir Colmar, enfin d'aller en Alsace en tout cas. Et donc ils sont entre guillemets tombés amoureux de Colmar. Ils sont revenus en 2002. Quand ils travaillaient sur le projet du château ambulant. Allons-y pour une visite de Colmar et en même temps d'un dessin animé. Alors cette fois-ci, on se retrouve avec un autre bâtiment qu'on retrouve dans le dessin animé. Oui, tout à fait. En fait, on retrouve ce bâtiment-là. Alors, j'ai pas le nom du bâtiment exact. À quelques petites différences près, par contre, la maison Pfister qu'on a vue tout à l'heure était plus dessinée trait pour trait. Cette maison-là, en fait, ils n'ont pas dessiné les pointes qui sortent. En fait, ils ont gardé que les parties arrondies du toit qui descend comme ça sur la toiture et puis sur les derniers étages. Le musée Ghibli se trouve en fait à Mitaka, donc qui est un petit peu à l'ouest de Tokyo, et on peut y retrouver en fait lors de la visite en fait un bureau de dessinateur un peu typique, voilà, des crayons, tout ça, et des classeurs avec des photos d'inspiration en fait. Et sur les quelques classeurs qu'il y a au moins un classeur complet rien que sur l'Alsace, alors pas que sur Colmar, mais il y a aussi Rickvir, Kaisersberg et des villages vraiment typiques. C'est étonnant de les voir aussi en vrai, après les avoir vus dans le dessin animé. Oui, tout à fait. En fait, je me suis encore regardé le dessin animé il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que voilà, du coup, je retrouve quelques similitudes et selon les petites ruelles, en fait, on a l'impression d'y être, quoi. Fabien, ou plutôt bonsoir, puisque la boutique vient juste de fermer. Une boutique qu'on nous a conseillé absolument, puisqu'on savait qu'on venait à Colmar, c'est Konnyaku, avec une petite phrase que j'aime beaucoup, le vrai Japon du kawaii au samouraï. Mais c'est quoi le vrai Japon ? Le vrai Japon, en fait, c'est un peu l'objectif de la boutique, à savoir proposer différents types de produits, mais vraiment venant du Japon, que ce soit pour le côté artisanal ou pour le côté plus pop culture qui est de l'autre côté de la boutique. Puisque la boutique est scindée en deux, le côté plus traditionnel d'un côté et le côté, ce que tu disais, un peu plus pop culture. Toi, ce sont deux faces du Japon qui t'intéressent le plus ? Oui, en fait, la gamme est même plus étendue que ça. Disons que ce sont les deux extrêmes qui sont proposés. Mais en fait, l'éventail est plus large. C'est-à-dire que je pars d'un bout pour aller à l'autre, en passant par exemple, tout ce qui va être hobby lié au Japon. Alors, par hobby, ça peut aller effectivement de l'origami, de la calligraphie, jusqu'aux arts martiaux, par exemple. Relativement récemment, je me suis dit que, tiens, après tout, pourquoi pas changer de métier et essayer de lier la passion à l'activité professionnelle. Et c'est comme ça que je me suis venu à réfléchir à un projet au retour de ça. Et puis il s'avère qu'il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé à entendre des gens qui disaient « Ah, ben, j'aimerais bien avoir tel et tel objet, mais c'est super difficile à trouver. Ah, toi Fabien qui est déjà allé au Japon, comment tu ferais pour avoir ça ?» Et à force d'entendre, je me suis comme dit « Mais il y a peut-être effectivement quelque chose à faire dans cette direction. » J'ai pas mal de contacts avec des artisans, donc en fait je vais au Japon. J'essaie de rencontrer directement les producteurs, de voir comment même les produits sont faits. J'essaie parfois même de faire des petites vidéos qui montrent aux gens aussi comment c'est fait. Ça me permet ensuite de créer des liens qui me permettent d'avoir ensuite des filières d'approvisionnement. On peut retrouver tous ces produits donc, qui sont ici en boutique sur un site internet ? Absolument, oui. En fait, Konnyaku, pour l'instant, c'est une seule boutique à Colmar, mais c'est aussi un site internet où la plupart des produits qui sont ici sont en vente en ligne. L'adresse ? www.konnyaku.fr tout simplement. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Salut Mission Japon, bienvenue en Alsace et bienvenue chez moi pour découvrir ma collection. Moi je m'appelle Fabrice, j'ai 40 ans, j'habite en Alsace. J'ai comme passion principalement Nintendo. Ça remonte au début des années 2000. En fait j'ai pas commencé par Nintendo, j'ai commencé par collectionner les consoles en général. À force de jouer à ces jeux-là à nouveau, je me suis rendu compte que j'étais toujours plus attiré par Nintendo, par les jeux Nintendo que Sega. Au bout d'un moment je me posais la question, mais Nintendo ok,
super, les consoles, ouais, ça me rappelle plein de trucs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce que l'entreprise faisait autre chose? Enfin, ça a commencé à m'intéresser de savoir un peu plus l'histoire de la firme. À peu près 2004-2005, j'ai arrêté la collection des autres consoles et je me suis lancé plus dans la recherche de l'histoire de Nintendo. Et puis j'ai rencontré quelques années plus tard Florent Gorge qui a sorti l'histoire de Nintendo en 2008. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui étaient aussi passionnés par ça. Et alors Nintendo, est-ce qu'ils ont fait quelque chose avant la NES? Oui, alors Nintendo, c'est une entreprise qui a été créée en 1889. Ils ont commencé bien avant les consoles de jeux et la NES. Ils ont commencé par des jeux de cartes, donc ce qu'on appelle les Hanafuda, qu'on peut voir sur l'étagère ici. Après ils ont fait des Karuta et ils ont commencé à faire des jeux de cartes occidentaux aussi. Et puis ils ont fait des jeux de société, ils ont fait des jouets, des jeux électroniques. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un panel de l'histoire de la firme, depuis sa création jusqu'à nos jours. Donc ce qui m'intéresse, c'est surtout un panel assez large. Est-ce que tu as une pièce de ta collection qui te plaît particulièrement? Donc c'est le Twins qui est derrière, il y a la grande boîte blanche là. Donc ça c'est une balancelle rouge où on pouvait poser un bébé dessus, il y avait des enfants qui pouvaient faire la balançoire, on pouvait le retourner pour faire un petit pont, etc. Donc il y avait vraiment une multi-activité et c'est une pièce j'aime bien parce qu'elle sort de l'originalité c'est une pièce assez originale pour Nintendo. Et sinon il y a aussi un jeu de Karuta mais sur des cartes patriotiques. Donc c'est un jeu qui est sorti qu'en 1942 lorsqu'il y avait la guerre du côté du Japon. Après il y a cette partie-là avec Mickey. Alors ça c'était dans les années 60, Nintendo était rentré dans l'alimentaire. Ça n'a pas du tout marché, hein. Ils ont fait des pâtes lyophilisées, des choses comme ça. Et en fait cette boîte-là c'est une boîte qui contenait du furikake et en fait qui étaient des épices qu'on mettait au-dessus du riz japonais. Et cette période, étant donné que c'est une période alimentaire, on trouve très peu de choses de Nintendo parce que la plupart des pièces ont été jetées. Puis là, c'est une boîte encore de l'époque qui est encore assez neuve. Donc c'est vraiment des pièces qu'on trouve très peu souvent au Japon. Alors nous sommes au deuxième jour de notre étape alsacienne. Nous étions hier à Colmar. Aujourd'hui, on est à... Fallait pas le dire. Non, pardon. Je le dis pas. Je pensais faire une vanne sur le... Non, tu m'as fait peur. J'ai cru que j'avais dit une connerie. Alors nous sommes au jour 2 de notre périple. Fallait pas le dire. Il fallait le dire. Nous sommes au jour 2 de notre périple alsacien. Nous étions hier à Colmar et aujourd'hui on se retrouve à Strasbourg, dans un endroit emblématique, la Petite France. On va parler un peu de ce rapport qui semble être assez fort entre le Japon et l'Alsace. On a vraiment des liens assez forts en fait en termes de tourisme et surtout en fait en termes d'implantation aussi de sociétés japonaises en fait en Alsace, puisqu'on a eu dans les heures de gloire de Sony en fait en Alsace en fait une usine qui était à Ribeauvillé, qui s'est installée en 1986, donc une usine de production à l'époque, qui a ramené quand même pas mal d'emplois, parce qu'il y avait jusqu'à 1600 employés. Et ensuite, ça a généré en fait tout un flux autour, puisqu'en fait, il y a des dirigeants japonais qui venaient habiter en France, donc en Alsace, et il y a un lycée franco-japonais dans le Haut-Rhin qui a été créé spécialement pour les enfants de ces cadres dirigeants. D'une manière globale, aujourd'hui Sony en fait a été racheté en 2014, donc il n'y a plus que 400 salariés à peu près là-bas. Mais c'est vrai que la partie lycée, je crois qu'elle a été fermée. Il y a eu un petit déclin. On a beaucoup de Japonais qui viennent visiter l'Alsace et pas que Strasbourg en fait. Vraiment, je sais que Anna en fait a développé différents tours aussi pour justement les emmener dans les villages typiques comme Riquewihr, beaucoup dans le Haut-Rhin. On a un consulat aussi à Strasbourg qui est assez actif. On a beaucoup d'étudiants japonais qui viennent aussi à Strasbourg faire leurs études. Et tu me parlais d'un événement qui va avoir lieu, en tout cas pour la vidéo, qui a eu lieu début septembre. Oui, tout à fait, c'est la Furei Walk, donc, qui est organisée par Anna. D'après ce que j'ai entendu, cette année ce sera donc la deuxième et la dernière édition. Et donc il ramène
on va dire, des touristes bêta-testeurs pour leur montrer un peu ce que c'est que l'Alsace, pour voilà, la beauté de l'Alsace. On peut le voir ici, c'est magnifique, surtout quand il fait beau. Et donc l'an dernier, avec Jérémy de Jérémy Meets Japan, en fait, on a participé à cette première édition et c'était franchement super sympa. Il y a eu des dégustations dans les vignes, on s'est retrouvés autour d'une tarte flambée, il y a eu une fête en fait à Rexvir et en fait, ils ont fait danser les Japonais, c'était super. On parlait de Jérémy Meets Japan, il a fait une série de vidéos d'ailleurs où il suit pendant toute une année des Japonais qui sont venus en Alsace pour apprendre le français. Tout à fait. Alors moi je ne saurais pas prononcer le nom de l'émission. Konnichiwa, Kuriko desu. Bonjour, c'est Jérémy. 今年度最後の中は何しにアルザスへになります。 Il s'est basé en fait avec une japonaise qui habite à Strasbourg, Fudeko je crois, sur une émission japonaise qui suit les touristes étrangers au Japon au départ des aéroports. Ils sont allés chercher en fait à deux effectivement les étudiants japonais et en fait ils en ont suivi 3-4 je crois un peu dans leur périple au fur et à mesure des mois. Donc ouais, c'est assez sympa en fait. Faut aller voir cette petite série, je crois qu'il y a 4-5 épisodes en fait. Ouais. Voilà, ça c'était le petit placement de produit. Jérémy, si tu les écoutes. Bonjour Florent, merci de nous accueillir dans ton antre. Alors comment on pourrait te présenter? Tu es illustrateur, dessinateur de bande dessinée, les deux? Dessinateur, je dis tout simplement dessinateur parce que c'est plus général. Dès ton premier voyage, tu dessines ce que tu vois? Oui, mon tout premier voyage, j'ai pris le temps de dessiner chaque jour. Donc j'étais à Osaka, dans la région du Kansai, Kobe, Kyoto. Et j'ai fait un petit carnet de voyage de tout ça, au crayon de couleur déjà. Avec un peu de feutre et tout ça. Mon plus long voyage que j'ai fait à ce jour, qui était en 2006, où je suis resté 6 mois au Japon. Je suis jamais resté plus de 6 mois. Et du coup, là, j'en ai profité pour vraiment dessiner de façon régulière et systématique même, pour faire un portfolio quand je rentrerai en France. Et, voilà. Et donc ça a donné un livre, bon an mal an après. Et ce livre a bien marché, du coup j'ai pu en faire un deuxième sur le même principe, c'est-à-dire d'aller sur place. Alors par contre là c'était pas Tokyo, c'était sur une toute petite île japonaise, mais en gardant le même principe, c'est-à-dire de me poser sur un endroit puis de dessiner un peu tout, vraiment de pas hiérarchiser les sujets comme quand on va dans un pays, on hiérarchise pas ce qu'on va voir, on commence par les douanes, on commence par... Ensuite, on voit, je sais pas, un panneau bizarre, on cherche la sortie, on cherche les bus. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce qui défile devant nos yeux, c'est pareil dans mes bouquins. Et alors ensuite, donc, ces deux carnets de voyage, tu vas toujours t'intéresser dans ton travail au Japon, mais par le biais de la fiction. Je voulais changer un peu. J'avais fait un carnet de voyage sur la ville et un autre sur la campagne. Et du coup, je m'étais dit, bon voilà, la boucle est bouclée. Un truc qui changerait pas mal, ce serait de faire une fiction. Bon, toujours sur le Japon, donc ça change pas complètement, mais ça parle de plusieurs petites histoires. Alors, il y a un peu d'inspiration personnelle sur des trucs que j'ai vus ou qu'on m'a racontés, mais vraiment dans le détail, hein, dans les petites choses. Et après, le reste, c'est complètement inventé. Et ce bouquin s'appelle Petite coupure à Shioguni. Un bouquin qui a reçu un prix prestigieux. Ah oui, le prix Polar, prix Polar d'Angoulême, Fauve Polar d'Angoulême. Par le biais du dessin, tu es musclé du poignet. Ouais. On m'a dit aussi que tu étais musclé des mollets. Ah, pour le vélo, ouais. Moi j'ai fait des voyages à vélo au Japon avec des amis, jamais tout seul par contre. J'aimerais bien un jour, mais le plus long que j'ai fait, c'était le deuxième. On est parti d'Osaka pour aller à Kagoshima, donc au sud de Kyushu, et on remontait après par Shikoku, une espèce de boucle dans tout le sud. Voilà, en un peu moins de 2 mois avec un ami. Et là, je me souviens plus des kilomètres, mais c'était pas 3000, un truc comme ça. Merci Florent. Merci.
Alors Sylvain, t'es revenu un an en arrière, hein? Je joue à Pokémon Go. Il y a des nouveaux Pokémon et je ne sais pas pourquoi je prends cette fascination de voir, mais oui, je reviens un an en arrière tout à fait. C'est exactement cela. J'ai attrapé, alors je regarde la liste de Pokémon. J'ai attrapé un Cornèvre, des Rattata, un Funette, un Out-Out, un Krabi, un Mimitos, un Atu. C'est pas le plat japonais. Voilà. Je joue avec lui, alors je ne sais pas si on va rattraper, mais là t'as le doigt qui attend le téléphone, il je serais dégoûté, mais en même temps ça fait une belle image, donc est-ce que ça vaudrait le coup ou pas? Bonjour Alexandre, bonjour Delphine. Bonjour. On est ici chez vous et chez vous, ce sont les éditions Iseki Nicho. Alors c'est quoi les éditions Iseki Nicho? Les éditions Iseki Nicho, en fait, c'est une maison d'édition spécialisée sur le Japon. Livres photos, romans, livres graphiques, bandes dessinées. En fait, on a créé la maison d'édition en rentrant du Japon. Et en fait, on est illustrateurs jeunesse tous les deux et on a eu envie sur certains projets de travailler directement nos projets au lieu de les proposer à un éditeur. La plupart des livres sur le Japon étaient quand même très classiques. C'était des guides de voyage, des livres de cuisine ou ce genre de choses. Et nous, on avait envie d'apporter un petit peu notre expérience du pays, du Japon au quotidien en fait, qu'on avait vécu pendant 2 ans. On se rendait compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés aussi par ce Japon du quotidien avec la vie quotidienne au plus proche des habitants. Donc en abordant des thématiques de livres qui n'existaient pas encore. Donc effectivement, c'est des thématiques un peu de niche. Par exemple, on a un livre sur les chats au Japon, on a un livre sur les lieux abandonnés au Japon. Mais voilà, c'était vraiment ce qui nous intéressait, faire autre chose que ce qui existait déjà en librairie chez les grands éditeurs. Chaque fois, on essaye d'apporter quelque chose que les gens se disent « Ah, Iseki Nicho, on pensait pas qu'ils allaient nous sortir ça ». Enfin, c'est aussi ça qui fait que certaines personnes nous suivent, parce qu'ils savent jamais sur quoi on va travailler. On a 3 réseaux de diffusion de nos livres. En fait, c'est notre site internet, isekinicho.fr, sur lequel on peut commander en ligne directement. On a des frais de port qui sont assez réduits de 1,50 € par livre. Ensuite, nos livres sont disponibles en librairie. En donnant le titre à un libraire, il n'y a pas de souci, il peut les avoir. Et sur des salons ou conventions Japon. Voilà, c'est les 3 façons d'acheter nos livres. Alors là, nous sommes chez Manu de Nyan Bazar et nous allons faire l'apéro live d'Iseki Nicho dans une dizaine de minutes, dans pas longtemps. Donc là, le setup est prêt derrière. Voilà, et on va... Et il y a plein de youtubeurs que vous connaissez qui sont là. Salut! Hello! Salut! Yo! Donc là, tout est prêt. Et moi, je suis là aussi. J'espère quand même que vous étiez nombreux à regarder ce live. Comme ça, vous voyez les coulisses. Après, une espèce de making-of. Voilà, c'est ça. En pleine préparation de karage. C'est marrant, vous avez voulu retourner dans les donc tu dois voir aussi bien les nanas qui se dévoilent que les mecs qui se dévoilent. Donc là sur le truc, il est dessus. Putain, mais non, au niveau des regards avec cette vous avez la tous proches et qui sont radioactifs. Et en gros, les gars. Ah oui, il faut qu'on fasse gaffe au retour parce qu'en fait le retour est... logement plus logement, avion et bouffe, on va dire de tous les jours. Ensuite... Alors, on a fait une nuit à Osaka et on a fait une nuit à Kyoto. 2 nuits à Kyoto. On dit voilà, on cherche un hébergement gratuitement. Mais il y a une contrepartie, non? Non, il n'y a pas de contrepartie.
Mathieu, merci de nous accueillir ici au Pixel Museum. Bonjour, merci d'être venu. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'endroit? Alors là, on est dans le premier musée de jeux vidéo en France permanent, donc qui a ouvert le 25 février, donc ça va faire tout juste 6 mois maintenant. On raconte toute l'histoire du jeu vidéo, plus de 50 ans qui sont racontés, des toutes premières générations jusqu'aux dernières générations de consoles. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de salons, beaucoup de festivals autour du jeu vidéo, ce qui est bien aussi. Et c'est vrai que du coup, là, avoir un lieu fixe permanent, c'est aussi important pour raconter toute l'histoire. Sous forme chronologique, donc on va commencer avec l'histoire des premiers Pong jusqu'aux dernières générations, qui est la dernière Nintendo Switch qui est sortie notamment. On peut jouer aussi tout au long du parcours, c'était important pour nous que les gens puissent jouer aussi dans le musée. Je suppose qu'il y a des pièces quand même assez rares. Et si tu devais en dire quelques-unes? Un petit clin d'œil qui est assez sympa, c'est que beaucoup de gens tiltent dessus, qui est juste derrière nous d'ailleurs. C'est la machine à coudre Singer Game Boy. Game Boy avait fait un partenariat avec Singer pour... on avait une cartouche, on faisait des petits visuels sur sa Game Boy. Après on le branchait à la machine à coudre et ça faisait le visuel du coup derrière quand on le cousait. Donc c'est vrai que c'est assez sympa dans le clin d'œil. Et est-ce que niveau pièces japonaises, ici il y a un truc qui serait un peu what the fuck, un peu original On a quelques pièces aussi qui sont assez marrantes, comme la Terribico, qui était du coup une petite console qu'on branchait, c'était un téléphone qu'on branchait sur son magnétoscope et ça interagissait avec la vidéo qui était derrière. Donc c'était on a eu des films notamment de Dragon Ball Z, et à un moment dans le film ça va téléphoner et donc il faudra répondre au téléphone et du coup on va interagir dans l'histoire. Donc c'est vrai que c'est assez marrant dans l'histoire. On a ramené des petits produits dérivés du Japon aussi. C'est marrant, c'est montré aussi que le jeu vidéo a inspiré plein de produits dérivés autour de soi, donc c'est vrai que c'est assez marrant aussi quoi. Quel rôle a joué le Japon dans les jeux vidéo? Est-ce que les premières consoles sont japonaises? Comme beaucoup de gens peuvent s'imaginer que finalement le Japon a fait beaucoup partie de l'histoire du jeu vidéo, mais les premières consoles sont finalement américaines. On retrouve Nintendo depuis le début, des années 70 jusqu'à aujourd'hui avec la Nintendo Switch, et c'est vrai que du coup cette marque là fait partie du coup des marques principales dans le jeu vidéo. Et l'arcade, c'est qu'en ce moment vous retournez à Tokyo au Japon, vous avez des salles d'arcade pleines, donc le jeu vidéo dans l'histoire fait partie du Japon, mais aussi encore aujourd'hui. Notre question derrière la caméra. Est-ce qu'on peut parler éventuellement d'expositions temporaires qui se feront à partir de novembre? Tous les 2 mois on change d'exposition. C'est vrai que cet été on avait Pixar, septembre-octobre c'est Final Fantasy, donc une très grosse licence aussi qui fête ses 30 ans, comme Metal Gear Solid qui fête ses 30 ans aussi cette année. Et à partir de novembre on aura une exposition Star Wars. Là, je vais poser une petite question personnelle par rapport à la guerre des consoles, Nintendo ou Sega? Bonne question. Moi personnellement, j'étais Nintendo. J'ai commencé avec la NES, avec le fameux Duck Hunt, un tir au canard, le grand classique. La Super NES qui a suivi derrière avec des très grands classiques, entre Star Fox, Mario Kart, Donkey Kong, tous les Mario, les Zelda. Je vois sur le t-shirt. Oui, c'est vrai que j'avoue, j'affiche mes couleurs. J'ai été plus dans ma jeunesse Nintendo. Finalement, je le suis encore. C'est vrai qu'un bon Mario Kart reste efficace. Le Zelda qui est sorti sous Switch est très très bon aussi. Et donc, mais c'est vrai qu'après, Sega, il y a de très bons jeux aussi. Je veux dire, j'ai joué sur PlayStation aussi, mais j'avoue, une préférence pour Nintendo. Bonjour Paul, merci de nous accueillir sous ton enseigne qu'on retrouve derrière, le Frenchery. Et le Frenchery, c'est quoi? Le Frenchery, c'est le premier restaurant de nigiri d'Alsace. En gros, à la base, on a quand même quelques recettes qui sont d'origine japonaise, mais sur, on va dire, 25% des recettes seulement. Après, les 75 qui restent sont des recettes que à chaque fois je développe et que je mets en place pour les clients.
avec leurs retours et leurs impressions sur les produits en question. Bon bah Sylvain, le moment est arrivé. Onigiri. On est à Frenchery. Onigiri. Et on a 4 onigiri devant nous. Onigiri. On a le traditionnel thon mayo, un saumon mayo qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir. On a du thon mayonnaise, du saumon mayonnaise qui sont les 2 recettes qu'on va retrouver vraiment au Japon. Et après on a également dans les bonnes recettes, celles qui fonctionnent bien, on a par exemple le poulet sauce andalouse. Alors ça c'est pas du tout ce qu'il y a dedans, c'est poulet curry. Ouais, poulet curry. On a le provençal, donc de tomates séchées, pesto fromage, et puis on a sorti un houmous là en courant de l'année. Un particulier houmous, une espèce de mélange onigiri qui fonctionne plutôt bien. Tu es le spécialiste de l'onigiri, je te laisse commencer. Alors moi j'ai commencé par poulet curry. Alors ok, alors là c'est un échec cuisant. Poulet curry. Je connais pas du tout le goût du curry. C'est pas curry. Ah non, c'est curry. C'est provençal, je pense qu'il y a côté tomate. Moi j'ai attaqué le thon mayo à la base. Ouais, le thon mayo, tu vois bien le thon quoi, la pièce de thon dedans. Chaque fois, on arrivait dans une gare, on prenait des onigiri, on mangeait ça dans le train. On arrivait dans une nouvelle gare, on reprenait les mêmes onigiri et on mangeait ça dans le train. Du coup, juste avant de prendre l'avion, on était, il fallait qu'on mange et on s'est retrouvé devant un burger dans une enseigne très connue. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, on n'a pas ça en France et c'était vraiment super pratique, quoi. On achetait ça déjà froid, on pouvait le manger un peu plus tard dans le train et tout ça. Et en fait, c'est ma copine qui a eu l'idée à ce moment-là de me dire mais toi qui cherches un projet de création d'entreprise, pourquoi tu lances pas ça quoi? Est-ce que tu laisses l'ouvrir sans le déchirer? Donc là on est sur le saumon mayo. Pas de time, voilà. Attention, et ben voilà. Attention. Mais ça c'est l'expérience, ça c'est l'ancienneté. La mayonnaise est pas mal. Est-ce qu'il a rajouté de l'oignon aussi ou pas? Parce que les échalotes. Ouais, des échalotes là. Je laisse goûter. Ah mais il y a une échalote dedans quand même. C'est pas mal hein. Verdict. Les onigiri, on les fait évoluer au fur et à mesure. Ça prend un peu plus de temps, il y a une inertie qui vient du fait des matériaux qu'on utilise, des produits qu'on emploie. On va goûter un truc assez étonnant, c'est le hoummousson. Alors j'ai c'est pas la bonne saison. Je vois que nous avons déteint sur toi. Ouais, au bout de 3 jours, j'ai un humour suspect. Voilà, je l'attendais, celle-là du coup. Ouais, je commence à anticiper, c'est bien. C'est surprenant. C'est pas hyper fort en goût. Ouais, je veux dire en fait c'est un peu... C'est plus linéaire effectivement que... Tu proposes d'autres spécialités japonaises à côté des onigiri? Alors là on a les korokke qui sont sortis depuis quelques temps. On a également des karage qui vont arriver prochainement. On est en train de travailler dessus. Et puis depuis quelques temps on a les cheesecakes au matcha et au yuzu qui sont un peu plus... un peu plus classiques mais d'inspiration japonaise. Oh bah c'est gentil. Je vais le faire tomber alors là, il manque un peu. On sent énormément la mayonnaise. J'ai l'impression plus que sur le saumon, je ne m'explique pas pourquoi, peut-être que c'est simplement le dosage qui est différent. Malgré tout, ce qu'on a mangé, c'est que je reste encore sur le classique thon mayo, c'est ce que je préfère. Je sais pas toi, dans ce que tu as pris. Moi j'ai déjà eu l'occasion de goûter plusieurs sortes aussi. Le thon mayo pour moi reste le meilleur de ceux qui font. La Frenchery, du coup, on est au 57 rue du Fossé des Tanneurs, au croisement entre la Grande Rue et l'axe Homme de Fer Petite France. Il est possible de se faire livrer? Tout à fait. On travaille avec un service de livraison et de temps en temps on fait aussi un petit peu d'événementiel. Merci Paul de nous avoir accueillis et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Allez vieux, tu m'appelles. Vous filmez vraiment en train de manger? Salut Ouais. Et tu nous parles en train de rouler. En train de rouler. C'est l'heure du snack. Oui, voilà, alors là oui. Salut les japonautes!
Comment ça t'es pas abonné? Bah vas-y, t'attends quoi? Clique et rejoins la communauté des japonautes. Tu vas voir, on est gentils et on mange plein de sushis. Bon, et si tu veux aussi, tu peux regarder cette vidéo-là si tu l'as pas vue. Et même si tu l'as vue, tu peux la revoir ou la re-revoir. Tu vas voir, ça mange pas de pain. Ni de melon de panne.